Et à travers le monde entier, voilà, des mamans et des femmes, on parle à présent avec notre invité, le premier de ce matin. Il s'appelle Roger Mfondi, conseiller conjugal et coordonnateur du ministère Famille à Cœur, auteur également. Avec lui, on va parler de la famille, de l'épanouissement de la famille, du couple. Et voilà, il a fait pas mal d'ouvrages assez illustratifs. Bonjour, monsieur Mfondi. Bonjour, bonjour à vos téléspectateurs, merci. Je suis très bien accueilli ici. L'environnement est très agréable. L'ambiance aussi est très agréable. J'ai vu, étant de l'autre côté, comment ça se passait ici. Vraiment, ça m'a donné envie d'être avec vous, quoi. Voilà, on vous réveille autrement, chers téléspectateurs. Alors, on parle avec vous. Enfin, vous êtes, on va dire, conseiller conjugal. Oui. C'est la base. Et puis, vous avez mis sur pied une association qui s'appelle une association pour l'épanouissement de la famille, quoi. D'accord. Dans la famille à cœur, avoir sa famille à cœur. La famille étant la cellule de base de la société. Et puis, on a aussi remarqué, des études l'ont démontré que des personnes qui réussissent en société sont des personnes qui ont un certain équilibre familial, quoi. C'est difficile de réussir à l'extérieur si on n'a pas réussi à l'intérieur. Oui. Sinon, la réussite va être très provisoire. Très provisoire. Et donc, on a besoin d'avoir une vie de famille équilibrée. Quand on rentre du travail le soir stressé, on a besoin de trouver un environnement, un cadre qui est reposant, agréable. Si vous allez dans les after-work, vous allez remarquer deux types de personnes. Il y a ceux qui sont pressés de rentrer et ceux qui veulent rester tout le temps, vraiment. Tout le temps. Et on distingue les deux. On sait que voilà, celui qui sait que à la maison c'est l'enfer, et voilà celui qui est pressé parce que son conjoint l'attend, il a ses enfants qui l'attendent comme partenaire de jeu, savent que papa, maman va arriver, elle va se joindre à nous et tout. On va jouer. Et ces personnes reviennent le lendemain détendues parce que le stress a été passé, oui, ça a été évacué. Voilà. Contrairement à d'autres qui restent là, ils durent. Oui, une dernière. Il y a toujours des dernières. Donc la famille peut être source de stress. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus la situation familiale ou peut-être les finances et tout? La situation familiale ne devrait pas être source de stress. Elle-même ne devrait pas, parce que le fait d'avoir peu d'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est comment nous gérons le peu que nous avons. Il y a des personnes qui ont beaucoup de quoi se nourrir, de quoi acheter tout ce qu'il faut, mais c'est un enfer à la maison. Et il y en a qui ont très peu, mais qui sont plutôt très heureux. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une femme enceinte d'un homme très riche qui vit à côté d'une petite maison, d'une cabane de monsieur qui ramasse des restes au marché pour faire à manger pour sa femme. Et cette femme est jalouse de la petite femme parce qu'elle dit qu'elle est très épanouie. Dans le peu qu'elle a, son mari arrive à l'épanouir. Et elle qui a beaucoup de voitures, tout, elle ne voit jamais son mari. Il est tout le temps entre deux avions. Les gens de la rue auraient dit, je préfère être comme celui-là. Mais en réalité, la femme dit, j'aurais préféré avoir un mari pas nanti, mais qui est là, qui m'offre ce qui peut me permettre d'être heureuse, quoi. Et donc, c'est pas les finances qui sont le problème, mais c'est la manière dont on gère, comment on appréhende le peu qu'on a. Et justement, aujourd'hui, parlant de couple, il y a ce problème de finances, de communication, de tout ça. On observe, et de plus en plus chez les jeunes, une flopée de divorces. Et vous pensez que tout part du choix du conjoint, de comment on s'est préparé à être dans le foyer. Oui, parce que je pars d'un postulat. Pour faire un bon choix, il faut être un bon choix d'abord. Il faut d'abord être un bon choix. Parce que beaucoup veulent faire un bon choix, ils cherchent à avoir la fille qui est comme ci, qui a telle qualité, qui a telle caractéristique, sans savoir... Sans se poser des questions. Si lui-même il est. Si lui-même il est. Dans le livre, tu as le profil de son futur conjoint. Je dis, quand tu fais le portrait robot de celui que tu dois épouser, pose-toi la question de savoir si lui peut t'épouser. Si lui, quand il réfléchit, il pense même à toi. Et assez souvent, on va forcer une relation comme ça en apportant soit beaucoup d'argent, soit des relations, soit de l'influence, et on va prendre le fils ou la fille de quelqu'un qui n'a pas le même profil au niveau des compatibilités, et on va vivre un enfer à la maison. Parce que très rapidement, quand on va appeler ça, quand le coup de foudre va passer, la réalité va arriver, et cette réalité ne va pas trouver une fondation solide pour pouvoir supporter les secousses de la vie conjugale. C'est pour ça. Et après, on parlera d'incompatibilité. On va parler d'incompatibilité d'humain, incompatibilité financière, incompatibilité avec les belles familles et tout. Mais c'est qu'on n'a pas mis les bases
pour pouvoir bâtir cette compatibilité-là. Et lors de la conférence au salon de mariage, je leur ai expliqué, j'ai raconté une anecdote. Le pianiste qui reçoit des invités chez lui, c'est un pianiste célèbre. Et ceux qui connaissent les pianistes savent que chez le pianiste, on ne joue pas avec le piano. Les invités qui viennent chez lui sont des connaisseurs. Oui. Vous avez déjà vu un concert de piano? Non. Ah, mais là-bas, on ne fait pas du bruit. Oui. On ne fait pas du bruit. Quand il joue, c'est le silence complet. Total. Quand vous devez applaudir, on vous dit. Et quand vous avez fini, on dit stop, maintenant il va jouer. Imaginez donc celui-là, il reçoit des connaisseurs, des gens qui ont l'oreille musicale. Et pendant qu'ils sont au salon, sa petite fille saute sur le piano et se met à jouer n'importe quoi. Vous voyez ça, ça fait mal aux oreilles des connaisseurs. Mais le père qui connaît ce qu'on appelle l'harmonie, parce que l'harmonie est un mot qui vient de la musique. L'harmonie, c'est la combinaison des sons pour donner quelque chose d'agréable. Son père va s'asseoir à côté de sa fille. Il ne va pas lui dire comme les papas africains, là, quitte là. Il va s'asseoir à côté et il va ajouter des sons qui vont donner quelque chose de très agréable. Et c'est ce que j'explique souvent au couple. C'est pas parce que l'autre a des incapacités qu'on ne peut pas avoir une harmonie. On peut se mettre au travail pour trouver ce qui complète ces incapacités et on obtient quelque chose de très agréable. Les gens veulent des gens parfaits. Il n'y a pas de personne parfaite, ça au moins on le sait, mais on peut avoir un couple. Complémentarité. Oui, on peut avoir un couple qui marche avec deux personnes imparfaites parce qu'elles savent avoir ce que tu appelles la complémentarité. Là où tu es penché, je te soutiens. Là où tu es faible, je te soutiens. Là où je suis fort, je te tire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et on arrive à bâtir dans l'acceptation un couple qui est solide, plus solide que ceux qui cherchent des personnes parfaites, quoi. Donc voilà. Mais il y a des personnes qui pensent que tout le monde n'est pas fait pour être marié. Tous les hommes ne sont pas mariables, toutes les femmes ne sont pas mariables. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si je prends la casquette de croyant, de religieux, je vais dire, dans la Bible, Jésus va dire dans Matthieu 19, il y a des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, donc il y a des gens qui sont appelés à ne pas se marier. Mais maintenant, le principe général, c'est que les gens doivent se marier. C'est le principe général. Vraiment, il y a des gens qui ont un appel particulier à ne pas se marier. Ça, c'est un appel particulier. Mais en général, les gens devraient se marier. Et pour se marier, il faut se préparer. Tout à l'heure, il a dit que les jeunes aujourd'hui font des mauvais mariages et tout ça. Dans la société ancienne, celle que je cherche à tirer les sagesses qui étaient là-bas, il y avait une initiation pour la fille. La fille était initiée par sa mère. Sa mère la formait. Aujourd'hui, les jeunes disent que cette formation-là la réduisait à la formation d'épouse, mais elle avait quelque chose que si on ajoute à l'école qu'elle a aujourd'hui, elle serait plus solide. Le garçon était initié chez les hommes. On disait, c'est dans le garçon, il doit marcher maintenant avec les hommes, on doit lui apprendre la vie. Et il apprenait la vie et il était plus solide. Aujourd'hui, ce qui est important pour beaucoup de parents, c'est que l'enfant est à l'école, qu'il ait les diplômes. Mais on a des gens diplômés, des hauts cadres, qui sont des piètres maris, qui échouent à la maison. C'est-à-dire leur premier échec, c'est leur vie conjugale. Ils ont réussi leur photo affichée au mur, meilleur employé de l'année. Mais à la maison, Mais mauvais mari. Catastrophe. Parce qu'il n'a pas les bases qu'il faut pour vivre la vie conjugale. C'est un investissement qui n'est pas très coûteux. Dès que quelqu'un se réveille et il se rend compte que j'ai un travail à faire pour que ma vie conjugale marche, il est capable d'investir pour le faire. Et ça marche. D'accord. Alors, il y a, tout à l'heure, on parlait des bases qu'il faut poser avant de se lancer dans le mariage, dans le foyer, pardon. Et c'est quoi, donc, principalement, ces bases-là qu'il faut poser? Les jalons, c'est quoi? Pour ceux qui nous regardent et qui, voilà, on a vu quelqu'un qui nous plaît, elle est belle, il est beau, et puis il y a le coup de foudre et ça passe. Mais excusez-moi, avant d'arriver même au mariage, dans ce livre sur comment tailler le profil du futur conjoint, il met un accent sur se préparer à la rencontre de son futur conjoint. Donc, il faut d'abord se préparer, il y a une étape à suivre. Oui, il y a une étape à suivre. Déjà, le mariage, c'est pas pour les enfants, on est au moins d'accord là-dessus. Donc, il y a quand même cette préparation à la maturité multidimensionnelle. Il faut être mature dans plusieurs aspects de ta vie. Il faut être mature socialement, être capable de voir une fille plus belle que ta femme sans que ça t'ébranle. Il faut avoir cette maturité-là. Il faut avoir une maturité au niveau financier, être capable de gérer le peu que tu as, pas forcément avoir beaucoup, être capable aussi de chercher à gagner de quoi faire vivre sa famille, être mature au niveau physique, c'est-à-dire savoir entretenir son corps, parce qu'il y a un détail que je veux ajouter là-dessus. Quand on est marié, on doit avoir des rapports sexuels. Tout à fait. D'accord. Ça se fait quand on est propre.
quand on est propre, merci, quand on est en forme, forme physique, parce que les gens oublient souvent ça. C'est le cœur, mais il y a la cardio qui est là-dessus. Donc on a besoin de travailler ces aspects. Donc on a vraiment plusieurs aspects de sa vie à travailler avant de rencontrer l'autre. Oui. Et il faut que je vous dise quelque chose de... C'est à la limite ésotérique. C'est quand tu es prêt que tu peux rencontrer les personnes qui sont prêtes. Parce qu'elles savent quand quelqu'un est prêt. Quand tu n'es pas prêt, tu ne peux même pas savoir comment on peut savoir quelqu'un est prêt. Quand tu es prêt, tu es dans des prédispositions. Oui, et l'autre ressent l'autre. Voilà. Et ce qui arrive même souvent, c'est que je dis souvent ça aux jeunes filles qui me disent j'ai beaucoup de fausses personnes qui me demandent la main. Je leur dis en fait c'est parce que vous leur reflétez l'image de ce que vous êtes à l'intérieur et donc ils ont le courage de venir vers vous. Et parfois, c'est celles à qui on ne demande pas beaucoup la main qui sont souvent mieux formées parce qu'elles éliminent à distance les faux prétendants. Et elles ont eu le temps de se préparer. Elles ont eu le temps de se préparer. Donc, il y a vraiment une préparation à faire. C'est quoi? Tu es prêt. Je te pose la question. Tu es prêt. Ah, mais pour être prête, même dans notre site internet, nous avons un certain nombre de quiz qui permettent de s'évaluer pour savoir si on est prêt pour le mariage. Je vais aller répondre. Et ça te donne... On ira répondre à ces questions, toi et moi. Moi, je suis prêt. Et ça te donne même les axes sur lesquels tu dois travailler pour pouvoir t'apprêter pour le mariage. Et une fois qu'on a donc déjà son partenaire et qu'on souhaite s'engager, on se pose quelles questions? Déjà dans notre parcours, la notion de partenaire n'intervient que quand on a demandé la main à quelqu'un. Avant ça, ça peut être une fréquentation dans le but d'observer l'autre. Parce qu'il a dit tout à l'heure, au coup de foudre, mon cœur bat parce que je l'ai vu. Comme on ne se marie pas parce que le cœur bat, il faut que je le dise ici, le mariage, ce n'est pas la consécration d'une histoire d'amour. Le mariage, c'est un engagement plus sérieux que ça. Des histoires d'amour s'arrêtent entre petits copains. Quand on décide de se marier, observez même déjà, vous avez des gens qui sont petits copains et ils se marient, ça ne marche pas. Ils étaient petits copains, ça marchait. Une fois qu'ils sont mariés, paf, ça ne donne plus. Parce que ce n'est pas une affaire uniquement de sentiments. Il y a les sentiments, mais il y a un engagement. Le mariage, c'est d'abord un engagement à vivre avec quelqu'un. Je me rappelle, il y a un artiste d'ici, j'ai oublié souvent son nom, qui dit « Ma femme, c'est ma femme, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. » Ça, c'est un engagement. Ce n'est pas sentimental. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, elle est mon épouse. Tout à fait. C'est un engagement qui prend donc. Il y a les émotions qui vont t'amener vers la personne. Mais maintenant, la phase de fréquentation va te permettre de découvrir la personne. C'est pas une découverte sexuelle en passant. C'est ça fort. Oui. Non, c'est pas une découverte sexuelle. C'est découvrir qui la personne est dans des discussions, des partages très orientés pour savoir si on peut cheminer ensemble. Et le jeune garçon qui va aller vers la fille, s'il arrive chez ma fille, la fille va lui poser la question suivante: quel est ton projet de vie? Si je t'épouse, on va où? Le garçon qui n'est pas préparé va dire ensemble nous allons préparer ce que nous allons vivre ensemble. Mais celui qui est préparé va dérouler un programme en disant voici mon ambition, je travaille à la télévision Balafon, j'ai l'ambition de devenir le meilleur journaliste dans 5 ans, dans 20 ans j'espère que mon premier fils sera ingénieur, si Dieu le permet, la deuxième sera médecin. Donc il a un projet de vie et la fille va le suivre parce que ça correspond à ce qu'elle pense de sa vie aussi. Or la plupart des mariages aujourd'hui ressemble au mariage d'Hollywood. C'est-à-dire on sort de la boîte de nuit, on va à l'église, on nous met l'alliance et puis on est marié. Et qu'est-ce qui se passe 6 mois après? On est séparés. Parce que 6 mois après, on se réveille. Pas même ou avec quelqu'un qui ne sait même pas où il va. Oui. Tu entends des choses. Alors d'autres nous disent vous compliquez les choses. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des gens qui ont des grâces particulières. Ils rencontrent une fille, ils l'épousent, ils sont tranquilles, ils ont une vie qui se déroule normalement. Mais tout le monde n'aura pas la même grâce. C'est comme des gens me disent souvent pourquoi je vais prendre un coach alors que d'autres n'ont pas eu de coach, ils ont réussi. Ça correspond exactement aux parents qui disent j'ai pas besoin de répétiteur pour mon enfant parce que le fils de mon voisin a réussi sans répétiteur. Nous avons des enfants qui ont réussi parce qu'on leur a multiplié les répétiteurs. Tout à fait. C'est-à-dire on a pris 4 répétiteurs, on a dit il n'a pas le niveau, il lui faut des répétiteurs pour le booster. Pendant que l'autre qui n'a aucun répétiteur a eu son concours. D'accord, mais est-ce que ça va donc faire comme moi? Je dis, je ne prends pas de répétiteur. Et je prends parce que je pense que ça va m'équiper, ça va me booster. Donc voilà un peu pourquoi nous faisons ce que nous faisons, quoi. Accompagner les gens à pouvoir réussir leur mariage. Et c'est encore possible. Et c'est ce que je suis venu annoncer aujourd'hui aux téléspectateurs. C'est encore possible de réussir son mariage. Alors parmi ce que vous faites, il y a avant peut-être Claude, il y a parler aussi de crise conjugale. Crise conjugale.
À quel moment on parle de crise conjugale? Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce que les gens confondent souvent. Si on me donne quelques minutes, je vais parler des étapes. Allez-y. Dans une relation conjugale, quand tu es en face de quelqu'un, la première chose qui peut arriver, c'est un malentendu. J'ai dit quelque chose, tu as compris autre chose. Oui. Et le malentendu, en français simple, il se dissipe en s'expliquant. Oui. Si dans l'explication... Et puis on passe dessus, ça passe, c'est Si bon. l'explication ne donne pas, on monte à la deuxième étape qui est le désaccord. C'est-à-dire le malentendu a généré un désaccord. Tu m'as bien expliqué, mais je ne suis pas d'accord. Et comme je ne suis pas d'accord et que tu n'es pas prêt à fléchir, on doit gérer le problème du désaccord. Et l'une des choses que j'enseigne aux mariés, c'est que face au désaccord, il faut trouver un accord. Le premier accord, c'est de dire qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. N'est-ce pas? Et on peut avancer. On garde ce problème dans le frigidaire en disant le jour où on aura la ressource, ou un aîné, ou un papa, ou un oncle qui va passer là, on va ressortir le dossier, il va soulever le dossier. Si là on ne réussit pas, on va tomber dans le conflit. On va tomber le problème, mais après le conflit doit se gérer. Et je vois beaucoup de couples qui veulent résoudre les conflits. Et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Parce que ça se complique. Un conflit ne se résout pas, mais il se gère. Se gérer, ça veut dire faire des concessions. Je n'ai peut-être pas raison, mais tu m'accordes quand même ce que je demande. Pour être en paix, on se fait des concessions. Mais maintenant, quand on n'arrive pas... On fait un sacrifice, on fait pour que les choses avancent. Compromis pour que... Maintenant, quand le conflit ne marche pas, on n'arrive pas à gérer le conflit, c'est là où on tombe à la question que tu as posée. La crise. La crise, ça veut dire que les positions sont campées. Les positions sont campées, il n'y a plus Personne de... ne veut changer. Personne ne veut on ne raisonne plus. On ne sait pas à ce moment-là qu'on va venir raisonner les gens. On lui leur expliquer que tu as tort, tu as raison. Quand le conflit arrive, tout ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut un médiateur pour venir dire, OK, on fait d'abord la paix. Quels sont les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour faire la paix? Et c'est quand on a fait cette paix-là que plus tard on revient sur les détails. Vous comprenez un peu Donc on commence par dire, faisons la paix. Qu'est-ce que l'autre peut faire pour que vous ayez la paix? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour qu'on ait la paix? Indépendamment de ce qui est logique ou pas logique. Quand on a pu obtenir ce qui permet d'avoir la paix, maintenant tranquillement on va commencer à sortir chaque problème dans le calme parce qu'on est ensemble, on va les gérer. Tout à fait. Et on est ensemble sur Balafon Télé ce matin. Merci. On reçoit Roger Fondy, les conseillers conjugales et auteur également. Vous avez écrit, maintenant quand on est dans le couple, 21 jours pour son conjoint. Oui. Alors, c'est quoi? C'est une thérapie que vous faites? C'est quoi 21 jours pour son conjoint, c'est un challenge. C'est un challenge que un homme ou une femme va se lancer dans ce challenge en disant je fais 21 jours pour sauver mon couple. En fait, les études ont démontré que en 21 jours, on peut changer une habitude. Si tu fais la même chose pendant 21 jours, ça peut s'ancrer comme une nouvelle habitude. Bon, d'autres disent 30, d'autres disent 60, mais le minimum c'est 21 jours, en répétition. Et donc on dit à quelqu'un, travaille 21 jours pour ton couple, et tu vas voir que par la suite, tu vas pouvoir travailler pour ton couple tous les jours. Et pendant 21 jours, nous allons parcourir tous les aspects de la vie conjugale. Et ce qui est bizarre, le premier aspect sur lequel on commence, c'est la première réponse. La première réponse. Nous avons observé que beaucoup des conflits conjugaux commencent sur la première réponse. Que ce n'est pas celui qui vient avec le problème qui fait durer le problème, mais c'est la manière dont on lui répond. C'est celui qui prend la parole en premier. Voilà, qui va soit faire durer les choses, soit dissiper la situation. La Bible dit que une parole d'autre calme la fureur. Ton mari rentre, il est fâché, tu sais parce qu'il a énervé dans la journée. La manière dont tu vas lui répondre, soit va créer une tension, quelle que soit la manière dont il vient, tout à fait, soit va rendre les choses plus faciles. Et on a des conjoints comme ça qui savent recevoir son conjoint. Elle sait qu'il est fatigué. Je me souviens encore à l'époque, les mamans savaient dire à leurs enfants, c'est pas le moment de demander telle chose à ton père. Parce qu'elle savait que ce ne sera pas la première réponse qu'il attend quand il rentre fatigué de travail. Il s'attend à autre chose. Autre chose. Et donc c'est un challenge de 21 jours. Chaque jour, tu as une espèce de message. Tu viens d'où? Tu me surveilles. Voilà. Tu as bu, n'est-ce pas? Tu as bu, n'est-ce pas? Voilà, et du coup, le gars rentre dans il se braque. Et voilà. Ça s'envenime, et puis ça devient quelque chose de très grave. Or, une bonne réponse peut dissiper une situation grave. Si vous avez vu le film La guerre des roses, Danny DeVito et Richard, je ne sais plus comment elle s'appelait, la jeune dame, le problème part d'une situation simple. Ils sont invités dans un couple ami. La dame est en train de parler et son mari l'interrompt. Et elle prend ça mal.
Et lui, au lieu de dissiper ça rapidement en disant chérie, laisse tomber, lui aussi se fâche. Et ils vont arriver à la mort. Ça va devenir une guerre dans la famille qui va aller de complication en complication, de complication en complication. Et ils vont même se tuer à la fin. Et je vois beaucoup de couples aujourd'hui, ils ne se tuent peut-être pas physiquement, mais qui, à cause d'un petit problème, allez au tribunal, vous allez voir, parfois, quelqu'un vient en consultation, au tribunal. Il t'explique la situation et tu te demandes où est le problème. Mais c'est quoi le... Vous êtes fâché pourquoi? Ouais. Il y a des gens qui vivent avec ce que vous dites là et qui sont même très heureux. Mais vous avez un petit détail, non, on ne me parle pas comme ça, pas à moi, le fils de qui, machin truc, la fille de qui, tu m'as fait ça en public, et puis finalement on détruit ce qu'on était en train de construire. Alors vous parlez dans le livre, parmi ces étapes, justement, il y a des, on va juste prendre quelques cas, il y a par exemple se plaindre sans accuser. Ah oui, beaucoup de gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas qu'on peut se plaindre sans accuser quelqu'un. Or, dans la thérapie, la première chose qu'on va t'apprendre, c'est que tu dois te plaindre sans dire tu. Les journalistes sont dans le factuel. Les faits. Quels sont les faits? Voici. Il ne faut pas confondre les faits et la personne. Il ne faut pas confondre le comportement et la personne. Les gens confondent souvent le comportement et la personne, condamnent la personne et laissent le comportement. Des choses du genre, dans ta famille, les gens sont comme ça, toutes tes soeurs sont divorcées. Ça n'a rien à voir avec le problème. Tu vas te sauver. Donc, toute ta famille est comme ça, même ton père était comme ça. Là, tu attaques la personne. Or, le comportement, c'est quoi? Nous avions rendez-vous à 20h. J'ai attendu jusqu'à 22h. J'étais là, j'avais honte, tout le monde passait, il me voyait. Et ça m'a frustré. C'est pas tu m'as frustré. J'ai été frustré. J'ai été très embêté. Et il y a un auteur très célèbre, je dis ça pour nos téléspectateurs, qu'on appelle Marshall Rosenberg, qui a écrit sur la communication non violente. À l'intérieur, il dit qu'il y a une méthode de communication non violente qui consiste à dire ce que j'ai observé, je t'ai attendu. Je suis resté là, j'ai eu honte, les gens, certains amis sont même passés me saluer, ça c'est l'observation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai été très frustré, ça m'a blessé. Maintenant, quel est mon besoin? J'aimerais que dorénavant, si tu as une difficulté à venir me chercher, préviens-moi. Préviens-moi. Et enfin, la demande. Est-ce que cette méthode te convient? Est-ce qu'on adopte ça? Mais je viens de me plaindre, non? Je viens de me plaindre que tu m'as fait sécher. En faisant des propositions. Oui, déjà beaucoup de grands patrons. Même élégamment. Déjà beaucoup de grands patrons qui nous écoutent et qui nous regardent savent que quand un employé vient avec un problème, il doit avoir une solution. Il doit avoir une proposition de solution. Il ne vient pas me dire seulement que ça ne marche pas. Il y a tel problème. Proposer. Il y a une proposition. Tous les grands boss savent ça. Il y a une proposition et c'est ça qu'on propose à l'époux et à l'épouse, qu'au moment où tu vas te plaindre, que tu aies quelque chose que tu vas apporter comme solution, mais tu vas donc te plaindre sans l'accuser, mais lui sait que tu parles de lui. Donc tu l'accuses, il a même envie de dire continue de m'accuser, maman. Et on va arriver à la solution. Mais ce qui est bien dans ça aussi, c'est que dans le livre, on va insister sur les exercices. Quelles sont les situations conjugales qui te frustrent le plus? L'espace à remplir. Qu'est-ce qui te branle dans les paroles de ton... Quels sont les 10 mots que ton mari utilise qui te déstabilisent? Pourquoi ça te déstabilise? Comment tu peux faire pour que ces mots ne te déstabilisent plus dorénavant? Tu vas voir deux couples, il y a un monsieur qui dit à sa femme un mot, ça la déstabilise. Le même mot qu'un autre dit à sa femme, ça passe comme si on n'a rien dit. Ça passe comme si... Parce qu'elle est déjà équipée. Et c'est comme mon mari est comme ça. J'ai vu par exemple à Douala, il y a des hommes qui rentrent ayant bu beaucoup, ils insultent leur femme, ils parlent. Que tu es une consommatrice. Pourquoi tu dis J'ai vu la réaction de deux. J'ai vu deux femmes. Deux types de femmes. Premier type de femme, elle entre dans l'affrontement. Le premier type entre dans l'affrontement. Elle va dire, elle va aussi lui lancer sa part, quoi. Voilà ta vie. Voilà ta vie. Feignant. La deuxième va apprendre aussi à se satisfaire de petites choses comme il arrive, il la trouve aussi en train de boire sa bière. Et il va donc lui dire que voilà, quand je sors, toi tu restes boire les bières. Il va dire, moi aussi je bois comme toi tu bois. Et ça va devenir comme une blague entre les deux. Ce qui a créé l'affrontement de l'autre côté va devenir quelque chose qui crée plutôt une ambiance chez les autres. Étant entendu que je ne dis pas qu'il faut boire, mais je dis qu'on peut être avec une personne qui boit et savoir gérer la situation. C'est un peu ça que je veux partager. Il y a une partie très intéressante pour Falix ici. On parle de la demande en mariage. Ah, d'accord. Donc, on ne demande pas la main d'une femme n'importe comment. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc, il ne suffit pas de te mettre à genoux.
Alors, là, tu poses quelque chose qui m'intéresse. Vous allez observer que ceux qui demandent en mariage en genoux sont des gens qui se connaissent. Forcément. Ça veut dire qu'ils ont déjà une relation et ils veulent matérialiser la deuxième étape de la relation publiquement. Mais les gens qui s'observent ne peuvent pas se mettre à genoux. Je veux dire ici, il y a certainement un employé qui observe une autre employée, ils n'ont pas une relation particulière. Il ne peut pas en pleine émission venir se mettre à genoux et dire je voudrais te demander un mariage. Il risque d'avoir honte. On risque de l'humilier parce que l'autre va dire c'est quoi cette histoire? On ne s'est jamais parlé, tu me demandes la main. Mais c'est important de dire que la demande en mariage est une étape très importante dans la vie. Parce que votre femme va raconter ça à ses enfants. Il faut que ce soit un moment vraiment important qu'elle puisse raconter à ses filles et à ses fils. Comment elle a rencontré le père. Or, si vous le faites de manière négligée à la sortie je sais pas, dans un banc de tourne d'eau au quartier. Il était sous, il a sorti la base. Que tu es assis dans un tourne d'eau au quartier là. Tu dis, chérie, est-ce qu'on peut se marier? On est là depuis comme ça. Parce que nous, on pense qu'il faut redonner au mariage sa valeur. Donc, je dis aux gars qu'il faut faire même un casting. Tu vois, non, tu portes ta plus belle chemise, tu te mets devant le miroir et tu parles comme tu vas lui parler, tu fais l'exercice. Bon, si elle répond comme ça, voilà comment je vais répondre. Si elle répond comme ci, voilà comment je vais répondre. Pourquoi? Parce que le gars qui va demander la main est un gars convaincu. Que voilà ma personne. Donc, il ne va pas pour que la réponse de l'autre l'influence. Il va parce qu'il va arriver au bout. J'ai évalué, j'ai discuté, je l'ai vu, j'ai posé des questions à gauche à droite. Il respecte, non? On ne demande pas la main comme ça, il se pose des questions. Il y a une tribu au Cameroun où on dit que si tu épouses une épileptique, ça veut dire que tu n'as pas de famille. Pour dire que la famille ne t'a pas informé. Parce que si tu as la famille, tu dois dire au pote qu'est-ce que tu penses de cette fille? Nous fréquentons le même milieu, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu... Et donc tu prends des renseignements en secret pour savoir si elle correspond vraiment à ce qu'il te faut. Et donc, quand tu pars vers elle, tu pars en homme convaincu que voici celle qu'il me faut. Et donc, tu te donnes les moyens de gagner son cœur. Donc, tu ne vas pas pour dire si elle refuse, bon, je vais passer à une autre. Donc, tu vas premier essai, ça ne marche pas, tu rentres encore, réviser, revoir tes stratégies. Deuxième essai, il y en a qui se sont mariés au 4e essai. Au 4e essai, elle a dit oui. 4 demandes en mariage. À la même personne. C'est-à-dire que chaque fois, elle dit, je ne veux pas, je ne veux pas, tu me déranges, je ne veux pas. Mais lui, comme il est déterminé, c'est que voilà la personne qui va me faire réussir ma vie. Au 4e, elle finit par dire oui. Est-ce qu'on doit toujours dire un oui à une demande en mariage? C'est-à-dire... Une femme. Oui, parce que c'est le oui qui commence, qui détermine le début des fiançailles. C'est le oui de la fille qui dit que les fiançailles ont commencé. Parce que les fiançailles, c'est le fait qu'elle ait dit oui et qu'on chemine vers le mariage. C'est la femme qui doit dire oui. Dieu lui a donné ce pouvoir. Et vous allez remarquer même que ce pouvoir va jusqu'au jour du mariage. Tout à fait. Le garçon reprend le pouvoir le jour du mariage. Parce que jusqu'au jour du mariage, on a vu sur le salon la dernière fois, c'est la femme qui est en vue. C'est son mariage. C'est le mariage de la femme. J'étais étonné au salon de voir qu'il y a des gens qui ne savent pas que le jour du mariage, on ne doit pas être plus sapé que la mariée. Ils ne savaient pas ça. Il faut laisser à la femme. Je dis qu'un invité ne peut pas saper plus que la mariée. On le met dehors. Tu ne dois même pas d'abord le blanc. Tu ne dois pas mettre le blanc. C'est pour la mariée. Donc si tu sapes plus que la mariée, on ne te laisse pas entrer. Oui, mais après, est-ce que quelqu'un s'habille en sachant que je vais aller et être plus sapé que le marié? Les gars, le protocole va te bloquer. Tu vas en mariage. On va te dire, non, désolé, tu ne peux pas être plus beau que la mariée. On ne doit pas ravir la vérité de la mariée. Moi, je vois des mariages, le gars est sapé, tout le monde te regarde. Mariage, Calabar, toi et tes vestes là. Tu arrives au mariage, tu es plus chaud que moi. Sinon, tu pas. On te bloque à l'entrée. Mon frère, c'est comment? Non, c'est ta fête. Ça, c'est mon. Ok. C'est ta fête. Tu viens là. Donc, 21 jours pour son conjoint, c'est le récent, c'est ça? Oui. À côté de ça, il y a d'autres. Hein. Oui. Il y avait. Rapidement les regarder. Il y a ça, oui. Il y a cérémonie du mariage. Alors, cérémonie de mariage, c'est un aide-mémoire. Oui. Beaucoup de personnes, je vous raconte une anecdote. Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes sur le mariage. Je viens à un mariage à Douala. On sort de la mairie. Douala, toujours Douala. La mairie de Douala, toujours. Je suis à Douala. C'est vrai que vous êtes à l'international, comme on regarde dans tout le monde entier. Mais je sors à la mairie d'Aqua. C'était la salle de fête à l'époque. Et puis, au moment où on doit aller faire les photos, le marié dit qu'on lui donne 1 minute. Il file avec le chauffeur. On attend 45 minutes le marié. Le gars revient en transpirant qu'il était regardé la salle.
pour voir si la salle est prête. Et donc, partant de là, on s'est dit non, il faut quand même aider les gens qui vont se marier et qui n'ont pas de gros budget. À avoir une gamme opératoire pour maîtriser un peu leur mariage. Parce que le mariage où tu es assis devant, les gens doivent venir te demander, bon, est-ce qu'on peut déjà servir le champagne? Oh, il y a tel oncle qui est à la porte, on fait comment? On se donne une gamme opératoire qui te permet même d'organiser ton budget. Dans le truc, on a reparti même le budget en disant... c'est magnifique. Je crois que celui-ci, je veux le garder. J'en ai besoin, là. Tu en as vraiment besoin. Oui. Mais tu trahis quelque chose en disant que tu vas le garder, quoi. Oui. Non, mais c'est clair. Ils savent tous là. Ils attendent mon jour. En fait, quoi attendre seulement? Comme ils sont là. C'est son année. Ils attendent le jour. Donc, non, mais c'est très bien. Je vois que, par exemple, équipe du mariage, mis sur pied de la wedding team. Donc, on a commencé après le PSO, le MC. Parce que les gens confondent le PSO et le MC. Bah oui. Le PSO est souvent à l'ombre. C'est lui qui gère le mariage. Et le MC, les MC, tu sais que j'en parle, je suis MC. D'accord. C'est que les gens, et je leur dis toujours, j'ai dit ça encore ici à l'équipe de Mélanie Wabokete là. Les gens qui attendent une semaine avant le mariage, pour venir chercher le MC. Pour dire que, il faut quelqu'un qui va parler. Qui va parler au micro. On dit même pas. Qui va parler. On veut quelqu'un qui va parler au micro. On t'appelle, gars. Quand tu donnes un budget qui se bat là au quartier. Oui. Ou alors tu donnes un budget, on dit que mon frère, seulement pour parler. Ouais, on avait prévu 50 000. C'est quoi? Et donc, c'est des éléments. Le MC a une pression parce qu'il comble souvent des ratés, des loupés. C'est le MC qui gère les loupés. C'est lui qui gère tout. Quand la nourriture traîne, c'est le MC qui gère. Le MC. C'est lui qui doit gérer tous les petits loupés là. Et donc il faut quelqu'un quand même qui a une certaine compétence. Si tu invites des ministres, des directeurs généraux, tu vas pas prendre le gars qui a une discothèque au quartier. Tout à fait. Très important, le travail que vous faites, famille à cœur. Donc après il y a cérémonie de mariage, ça c'est vraiment le guide comme vous dites. Oui, ceux qui se préparent à se marier. Vous avez les différents postes de dépenses, les différents postes dans l'organisation. Voilà. Le chronogramme. On vous montre même comment établir un budget. Voilà. Nous proposons 50%. Nous proposons par exemple 50% pour la réception. 50% du budget global. Pour la réception. D'accord. Parce que c'est le jour du mariage. Voilà. Donc, alliance, véhicule des mariés, protocole, cravate, nœud, tout ça. Est-ce que vous cochez? Est-ce que ça vient après? Est-ce que c'est le prix? Alors, il y a une chose que je vais te dire. Chauffeur. Il faut que je te dise ça. C'est important, comme tu dis, que tu prends le livre. Il y a quelque chose qu'il faut dire aux gens qui vont se marier. Il faut essayer les habits, il faut essayer les coiffures longtemps à l'avance. Ce que vous pensez être, vous ne l'êtes pas forcément. C'est-à-dire que parfois, une jeune fille, elle voit une belle robe sur une femme, mais elle ne sait pas que ça ne correspond pas à son gabarit. Oui. Donc, si elle n'essaye pas avant, le jour où elle va essayer, on est déjà à l'entrée du mariage. Elle va dire, c'est pas possible. Je l'ai vu sur tel, c'était joli sur moi. Donc, il y a le gabarit. Chez les garçons, j'ai dit, il y a la forme de la tête. La forme de la tête, toutes les coiffures ne passent pas. Oui. Il y a un gars qui a une tête, on lui fait la coiffure, ça donne. Tu dis, c'est ça que je vais faire à mon mariage. Tu vas chez le petit, le coiffeur, le gars fait la même chose. Pam, tu dis que ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ma tête. Donc je dis, 3 mois avant, tu vas chez le coiffeur, fais-moi telle coiffure. Tu regardes, tu vois ce que ça donne. Ça ne donne pas. 2 semaines après, fais-moi telle, jusqu'à tomber sur la bonne coiffure. Or, beaucoup se coiffent le matin. Le matin du... Parfois, il arrive, le coiffeur n'est pas encore arrivé. Et le stress. Cérémonie de mariage, comment tailler le profil du futur conjoint? Et puis 21 jours pour son conjoint, autant d'ouvrages pour aider les couples, les familles. On va vous remercier, Roger Fondy, d'être venu. Comment faire donc pour rentrer en contact avec vous, pour ceux qui nous regardent? Alors, je commence par dire que c'est un privilège d'être ici à Balafon. Je suis vraiment... Je voulais dire merci aux promoteurs, merci à vous aussi qui me recevez ici. Vous avez été extrêmement sympathique et très chaleureux. C'est vraiment très chaleureux d'être ici. J'espère que vous reviendrez d'ailleurs. On a besoin de vous pour dès que vous m'envoyez une invitation, je n'hésiterai pas à venir. J'ai été très bien reçu. Je donne mon numéro de téléphone. Oui. Le 237 6 99 78 63 08 6 99 78 63 08. Chez nous, on répond tout le temps. Je veux dire, mon téléphone est ouvert tout le temps. D'accord. Ce soir, c'est un téléphone WhatsApp aussi. Quel que soit le moment où vous allez écrire, je vais vous répondre, pas immédiatement, mais au moins le lendemain, je vais répondre. D'accord. Et je dis ça pourquoi? Parce que certaines crises conjugales, c'est parfois tard la nuit.
que la fille a envie d'écrire quelque chose. Oui. Elle a envie de faire un voice parce qu'elle sent un fardeau. Donc elle n'attend pas le matin, elle m'envoie le voice. Directement dans la Et moi je vais répondre le moment venu. Sur les réseaux sociaux? Non? Oui, il suffit de taper Fondi Roger sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Tous ces livres ont des ressources sur les réseaux sociaux. En termes de vidéos, c'est comme ça. Fondi Roger. Fondi, c'est M-F-O-N-D-I. M-F-O-N-D-I. D'accord. Dès que tu tapes, tu vas tomber sur nos ressources. Merci. Merci, monsieur Fondi Roger, pour toutes ces informations, pour tous ces enseignements. On espère refaire ça et très, très bientôt. Allez.